Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 22 août 2025, c'est notre bulletin numéro 252 et je suis de retour à Moscou et c'est pour ça que j'ai cette tenue encore un peu décontractée puisque je suis toujours en vacances, mais évidemment pour le bulletin il n'y aura jamais de vacances. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Je vous recommande également de vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde, notamment le numéro de cet été avec Sylvain Ferreira, avec Laurent Braillard, avec Laurent Ozon, voilà, tous ces gens-là qu'on apprécie beaucoup. Pensez à vous abonner. Ce 22 août est un jour important en Russie puisque c'est la journée du drapeau et d'ailleurs les soldats russes sur le front ont eu l'excellente idée de faire se promener le drapeau russe sur la ligne de front précisément avec grâce à un drone. Voilà donc quelques images fort sympathiques. Mais passons maintenant à l'économie et avant tout, si vous voulez investir en Russie, n'oubliez pas que Divergence Services vous propose précisément toute une catégorie de services pour vous permettre de venir, d'ouvrir un compte, d'investir et voilà. Et la première nouvelle économique, c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la balance import-export de la farine française a atteint un plus bas, un déficit faramineux, c'est le cas de le dire, et déficit qui a commencé comme par hasard au moment où Emmanuel Macron est arrivé en 2017. Et ça aussi, c'est intéressant quand on fait un parallèle par rapport à ce qui se passait en URSS, c'est-à-dire que la Russie, en principe, a le potentiel, et d'ailleurs, dans certains domaines, c'est de nouveau le cas, de nourrir la planète. Pourtant, à l'époque de l'URSS, les structures de l'agriculture, le sovkhoz, le kolkhoz, faisaient que l'URSS devait importer son blé, devait importer la plupart de ses denrées agricoles pour que la population puisse manger à sa faim. Et à partir du moment où ils sont sortis d'une part du socialisme et ensuite de l'anarchie des années 90, où la Russie est devenue réellement une économie de marché sous Vladimir Poutine, et bien évidemment, la Russie n'a fait qu'accroître sa production dans tous les domaines. D'ailleurs, je vous recommande dans mon livre Ukraine pourquoi la France s'est trompée. Donc d'abord dans le domaine de la viande, dans le domaine de l'élevage, la Russie importait et puis grâce aux sanctions, grâce à l'action de Vladimir Poutine, elle s'est mise à exporter. Et finalement, nous sommes dans la même situation et les mêmes mots, les mêmes causes entraînent les mêmes mots, c'est-à-dire le socialisme radical, le turbo-socialisme, comme dit Laurent Nicolas, est en train de détruire l'agriculture française et fait de notre pays, qui est un pays agricole par excellence, avec une longue tradition, un pays qui est à terme obligé d'importer sa farine, d'importer ses produits agricoles, comme l'URSS a dû le faire à cause de la gabegie du socialisme soviétique. Énergie maintenant, alors on va le voir sur la carte des opérations militaires, mais l'Ukraine a attaqué l'oléoduc Druzhba. Donc l'oléoduc Druzhba, c'est un oléoduc qui était construit à l'époque soviétique et qui acheminait le pétrole russe par la Biélorussie et jusqu'à la Pologne et potentiellement ensuite jusqu'à l'Allemagne, et également par le sud, donc qui peut amener du pétrole en passant par l'Ukraine jusqu'à la Hongrie, et qui précisément dessert on en avait déjà parlé, les raffineries hongroises. Il y en a une en Slovaquie et une en Hongrie. Et ça fait plusieurs jours d'affilée que l'armée otano-kievienne bombarde cet oléoduc, sans doute pour faire pression sur la Hongrie, mais donc le ministre des Affaires étrangères hongrois, Szijjártó, s'en est plaint publiquement, et donc il a eu une réponse de la part du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui lui a dit en gros d'aller se faire voir. Et le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences sur l'Ukraine, comme d'habitude, puisque une partie de ce pétrole est transformée dans les raffineries hongroise et slovaque et envoyée sous forme de carburant en Ukraine. Et de la même manière, pour sa consommation d'électricité, l'électricité qui vient de Hongrie est extrêmement importante pour l'Ukraine. Donc en fait, Kiev joue avec le feu, sans doute sous la pression anglaise. Encore une fois, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, qui apparaît désormais comme une évidence. Et ça va devenir d'autant plus critique que, on va le voir également, les Russes sont passés à l'attaque sur les infrastructures énergétiques, sans doute pour provoquer une crise énergétique et cet hiver, mais on va en reparler. En tout cas, la destruction de Nord Stream 2 ou l'oléoduc Druzhba n'empêche pas l'Europe d'augmenter sa consommation de gaz liquéfié russe, puisque on a appris que le premier semestre 2025 a vu une augmentation sensible des revenus liés à l'achat du GNL russe, donc pour la Russie. Merci d'ailleurs à tous ses clients, à commencer par la France, de nous permettre de financer l'opération militaire spéciale, c'est quand même important. Donc la Russie a vendu au premier semestre en 2025 pour 4,4 milliards
d'euros de GNL, alors que c'était 1 milliard de moins, c'était 3,4 milliards au premier semestre 2024. Donc encore une fois, évidemment, l'Union européenne, la France, l'Espagne, la Belgique, qui sont les principaux importateurs de gaz russe, n'ont pas fini de percuter le mur du réel énergétique en Europe. Malgré la débâcle sur le terrain, malgré la débâcle économique, malgré la débâcle diplomatique, eh bien, Kiev veut continuer à faire la guerre, y compris en 2026, et donc il réclame 45 milliards de dollars pour pouvoir continuer, en promettant des armes magiques, etc. Ça aussi, on va reparler un peu plus loin dans ce bulletin. Et évidemment, qui va payer? Alors ça va être Nicolas, Giuseppe et Helmut qui vont payer, puisque c'est pas la Pologne, et c'est pas les Pays-Baltes qui paieront ce budget, si tant est que l'argent soit donné, parce que on peut quand même se poser certaines questions de l'argent. Il n'y en a pas. D'ailleurs, ça a été très bien résumé dans le site internet Zero Hedge par rapport à ce qui était promis donc à l'Amérique, puisqu'on a promis 100 milliards de dollars que nous n'avons pas pour acheter des armes aux États-Unis qu'ils n'ont pas, pour les donner à des soldats ukrainiens qui n'en ont pas, en fait, à l'Ukraine qui n'a pas de soldats. Donc en fait tout ça, on est beaucoup dans le déclaratif, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année, mais évidemment l'Occident va dans le mur, alors sauf maintenant les États-Unis, qui est pourtant le leader, puisque bien évidemment Trump est passé sur une politique beaucoup plus pragmatique. Alors au moment où nous tournons cette vidéo, dans quelques heures, il doit faire une déclaration. Si cela a de l'intérêt, nous reviendrons dessus au moment du montage de cette vidéo. Les grandes rencontres économiques de cette semaine concernent la Russie, l'Inde et la Chine, puisqu'il y a eu des rencontres bilatérales dans tous les sens. On a eu le ministre des Affaires étrangères indien Jaishankar qui s'est rendu à Moscou, où il a rencontré évidemment Sergueï Lavrov et où il a même été reçu par Vladimir Poutine. Plusieurs déclarations ont été faites. Il va y avoir des accords économiques qui vont encore s'amplifier par rapport à ce qui existe déjà, puisque je rappelle que ce sont 2 pays fondateurs des BRICS. Et on a appris également qu'une ristourne de 5% allait être donnée pour que l'Inde puisse continuer à acheter du pétrole russe. Donc les menaces de Donald Trump ont complètement échoué. Et la grande nouveauté, c'est que non seulement ces menaces contre l'Inde et la Russie ont échoué, mais elles contribuent, et ça on en avait déjà parlé, à rapprocher, et de manière significative, l'Inde et la Chine. Les 2 rivaux, ceux qui étaient censés être des rivaux, et on voit d'ailleurs cette approche asiatique, beaucoup moins idéologique, beaucoup moins fanatisée que les rapports entre les pays occidentaux, ou les rapports des pays occidentaux avec le reste du monde. C'est que le Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, s'est rendu en Inde, et on a eu également des déclarations de l'ambassadeur de Chine en Inde qui a déclaré que la Chine se tiendrait aux côtés de l'Inde face aux sanctions américaines, et que les produits indiens étaient les bienvenus en Chine. Donc là, on a cette phase complètement ratée de Donald Trump au début de son mandat sur ces menaces de sanctions qui finalement n'ont fonctionné qu'avec les nations esclaves européennes, ont amené un choc géopolitique qui a rapproché les 3 grands, l'Inde, la Chine et la Russie, et finalement c'est Washington qui se trouve isolé par rapport à eux. Donc cela dit, Donald Trump étant un réaliste, on peut penser qu'il va adoucir son approche. Ça prouve aussi que la menace de sanctions secondaires, comme nous on l'avait analysé depuis le début, ne pèse rien, contrairement à ce qu'espéraient les chroniqueurs d'LCI, comme Tenzer par exemple. La menace de sanctions secondaires, les Indiens, les Chinois et les Russes s'en contrefichent, ça n'a aucun poids. Donc voilà, Donald Trump, par ces démarches erratiques dans le domaine de ces taxes, obtient exactement le résultat inverse. Rappelons également que le 4e fondateur des BRICS, le Brésil, de Lula da Silva, a radicalement envoyé balader également Donald Trump. Économie encore, tandis que j'allais sur le Google russe, qui s'appelle Yandex, pour chercher des précisions, des informations, des graphiques, je suis tombé sur une publicité que je voulais vous faire partager. Voilà. Si vous voulez acheter à Mariupol de l'immobilier, on vous fait un prêt à 2%. J'ai jamais vu un prêt aussi bas dans toute la Russie. Donc ça veut dire que, encore une fois, nous qui étions à Mariupol il y a un peu plus d'1 an maintenant, on avait vu à quel point la ville était en train de se transformer, que ça allait devenir une station balnéaire, et évidemment où l'immobilier, d'ailleurs d'après ce que nous disaient nos amis sur place, coûte désormais plus cher qu'à Krasnodar, donc dans la ville de l'autre côté de l'ex-frontière ukrainienne, et visiblement il y a l'intention de faire de cette ville quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc voilà, je vous cache pas que nous avec mon épouse, nous sommes en train de réfléchir à acheter de l'immobilier à Mariupol. À un taux pareil, pourquoi se priver ?
Dernière nouvelle économique qui va me permettre de faire la transition sur le politico-diplomatique, eh bien, c'est l'attaque, dont j'ai parlé, de la Russie sur les infrastructures gazières pétrolières dans toute l'Ukraine. Alors, on verra en détail au moment de la carte des opérations militaires, mais là, je voudrais parler spécialement de l'attaque sur le port du Danube, Izmail, donc qui a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a provoqué donc un incendie phénoménal donc dans des entrepôts d'hydrocarbures. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hydrocarbures appartiennent à l'Azerbaïdjan. Et si vous vous souvenez, il y a maintenant un peu plus d'un mois, il y a eu une forte tension, une montée en tension entre l'Azerbaïdjan et la Russie, parce que la Russie a procédé à l'arrestation de citoyens russes d'origine azérie qui avaient tué un Azéri réfugié en Russie. Donc il y a eu des arrestations, il y a eu des morts, etc. Donc il y a eu en réaction, comment s'appelle-t-il, Aliyev, le président azéri, pour plaire à sa population, jouer dans le sens donc de la radicalité, a fait arrêter 8 malheureux Russes qui sont absolument pour rien, en les accusant d'espionnage, de banditisme, enfin ce que vous voulez. Ils ont été tabassés, montré le visage tuméfié, au sein que ça a extrêmement choqué la Russie. Et à l'époque, nous avions analysé cela en disant qu'il ne fallait pas y voir un affrontement durable entre l'Azerbaïdjan et la Russie, parce que l'Azerbaïdjan est bien plus dépendante de la Russie que l'inverse, et que la capitale Bakou est à 150 km de Durban, du côté russe, c'est que tôt ou tard la guerre s'arrêtera en Ukraine et qu'il ne faudrait pas que Aliyev tire trop sur le fil. Et ce qui avait étonné beaucoup d'entre vous, c'était la réaction très mesurée des affaires étrangères russes en disant on essaie de briser notre relation avec notre partenaire stratégique azerbaïdjanais, mais ça n'arrivera pas, c'est un partenaire extrêmement important. Et c'est vrai que dans le cadre du corridor nord-sud, qui parle de Saint-Pétersbourg, qui descend dans la Volga, qui doit passer par la Caspienne, ou l'Azerbaïdjan, ou l'Iran, et puis arriver jusqu'en mer d'Arabie, et pourquoi pas aller ensuite vers l'Inde, et bien donc l'Azerbaïdjan joue un rôle important. Mais évidemment, ça ne voulait pas dire que les Russes n'allaient rien faire. Et autant le ministère des Affaires étrangères est resté sur une note tout à fait mesurée, amicale vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, autant qu'à l'intérieur de la Russie, sur la diaspora azérie, qui est souvent très liée à la mafia azérie, eh bien, depuis cet événement, c'est des descentes en permanence, des arrestations, des pertes de citoyenneté. Oui, la Russie, c'est pas comme la France, quand vous l'insultez, quand vous faites des activités illégales, eh bien, vous perdez votre nationalité russe et on vous renvoie, en Azerbaïdjan. Et c'est ce qui se passe maintenant depuis donc plusieurs semaines. C'est ce qui s'était passé également à l'époque où la Russie avait des relations conflictuelles avec la Géorgie. Il y avait également une diaspora géorgienne aussi liée à une mafia géorgienne. Eh bien, tous avaient été arrêtés, retrait de nationalité et retour en Géorgie. Donc, ce qui se passe, c'est que Aliyev va se retrouver avec tous ces gros bonnets azéris qui ont perdu beaucoup en Russie et qui vont venir lui demander des comptes en Azerbaïdjan. Donc c'est bien pour vous montrer comment ça devrait fonctionner également pour la diplomatie française. Au lieu de faire des grandes déclarations agressives contre tel ou tel pays, il vaut mieux, au contraire, faire des déclarations très apaisées en disant nous avons besoin d'un partenariat, etc., etc. Et puis à côté, la police fait son travail sur les diasporas qui sont où les leaders sont souvent des bandits, des mafieux ou des hommes d'affaires assez louches. Voilà, la Russie nous donne une fois de plus une leçon de diplomatie bien menée. Et d'ailleurs, cet amateurisme dont je viens de parler, de la diplomatie française, on le voit une nouvelle fois avec ce qui s'est passé au Mali, puisqu'au Mali, un Français a été arrêté pour soupçonner d'espionnage. Alors, je ne connais pas du tout où en est l'affaire, mais immédiatement, vous avez eu la diplomatie de ce fou furieux de Jean-Noël Barrot qui a exigé la libération immédiate. C'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir. C'est exactement la même affaire avec l'Algérie et je ne sais plus comment il s'appelle, Sansal, là, l'écrivain franco-algérien. C'était en faire immédiatement une affaire d'État. C'est la dernière chose à faire si vous voulez que cet écrivain soit libéré. Il faut au contraire laisser jouer les diplomates, laisser négocier en sous-main, ne pas provoquer la partie adverse ou à qui on demande quelque chose. Donc le résultat, évidemment, on le voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument rien de négociable en ce moment à ce sujet avec Alger. Donc voilà, encore une fois, leçon de diplomatie par les Russes. Il vaut mieux travailler discrètement, il vaut mieux travailler tout simplement et préparer les rendez-vous internationaux, préparer les échanges de prisonniers, préparer toutes sortes toutes ces activités diplomatiques.
La grande affaire diplomatique de cette semaine, ce n'est évidemment pas l'Azerbaïdjan, c'est la rencontre à Washington entre Donald Trump et un aéropage de leaders européens, tous plus impuissants les uns que les autres. Je pense que les images parlent d'eux-mêmes, et une fois de plus, on parlait précisément d'amateurisme en matière de diplomatie, et bien là, on y a eu droit. C'est-à-dire que tout d'un coup, donc Zelensky est convoqué par Donald Trump, ça fallait s'y attendre, et donc celui qu'on a présenté comme un héros résistant, un génie de la géopolitique, en fait, les Européens lui font tellement peu confiance qu'ils se sont précipités pour l'accompagner. Qui dit précipitation dit rien n'est prévu. On les a vus ensuite prendre la leçon avec Donald Trump, qui les regardait avec un air goguenard, et même si d'ailleurs il s'est plutôt conduit de manière plutôt sympathique avec eux, et un rendez-vous qui n'a servi absolument à rien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout va se décider entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour l'instant, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui est ressorti exactement de la rencontre en Alaska. On ne sait pas exactement ce que Donald Trump a transmis à Zelensky, ce que Zelensky a répondu à Donald Trump, mais ce qu'on sait, c'est que l'Ukraine et ses sponsors occidentaux ont perdu la guerre, et que c'est ça qui va décider de tout. Donc on peut tourner le problème dans tous les sens, quoi qu'il arrive, comme on l'avait dit dans le dernier bulletin. Ils ont perdu la guerre. La Russie a gagné la guerre, c'est elle qui va décider. Plus vous attendrez, plus vous allez perdre encore plus de territoire. C'était mon allusion à Brennus de la dernière fois. Il y a eu un post sur son réseau social Truth, donc de Donald Trump, qui a dit exactement la même chose. C'est maintenant qu'il faut faire la paix, sinon les dégâts en matière de perte territoriale vont être encore plus importants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la carte qu'a montré Donald Trump, pour bien rappeler la situation sur le terrain aux velléitaires, hein, c'est pas la coalition des volontaires, c'est la coalition des velléitaires, comme sur ma vignette. Donc, pour rappeler à ces velléitaires que la Russie s'est emparée en gros 20% du territoire, que en plus c'est les 20 meilleurs pourcents, et que à terme elle va s'emparer du Donbass. Elle récupérera Kherson, elle récupérera Zaporozhye, mais que si ça continue, et c'est pour ça que c'est important, il y a les comment dirais-je, les régions au nord, donc de cette ligne, comme Nikolaïev, comme Kryvyi Rog, dont la Russie pourrait également s'emparer. Pourquoi pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas Odessa. Donc visiblement, ça pour Washington, et Donald Trump en inconscient, et les leaders politiques européens devraient écouter ce que leur dit Donald Trump, c'est qu'il faut absolument conserver Odessa dans le giron de ce que serait une Ukraine neutralisée, parce que Odessa, c'est le grand port en eau profonde, donc ils ont déjà perdu Sébastopol. Si en plus ils perdent Odessa, c'est toute une ligne en fait, c'est tout un projet politique et géopolitique, celui de la Pologne par exemple, hein, de faire cette initiative des trois mers. Bon, c'est complètement grotesque, on l'a déjà dit, mais aujourd'hui il faut profiter du fait que les Russes n'exigent pas Odessa, mais ça peut changer. L'autre point, encore une fois, c'est que l'Union européenne n'a pas d'argent pour acheter des armes aux États-Unis, qui n'en ont pas à vendre d'ailleurs, et il n'y a plus de soldats en Ukraine. Donc ça sert à rien de retarder l'échéance, la Russie a gagné. Il faut vraiment que les leaders européens arrivent à se mettre ça dans le crâne. C'est compliqué, ça fait mal. Pour Zelensky, c'est une catastrophe parce que ça veut dire qu'il va perdre le pouvoir, ça veut dire qu'il peut perdre tout cet argent que lui et son clan ont volé depuis 3 ans et demi, même avant. Mais bon voilà, c'est comme ça, il faut savoir partir. Et visiblement, je pense qu'on est sur ce genre de projet. A priori, les Anglais sont en train de préparer le général Zaloujny, qui est l'ambassadeur d'Ukraine à Londres, pour le mettre à la place de Zelensky. Mais ça veut dire qu'avant, Zelensky devra signer le retrait de tout ou partie des territoires qu'exige la Russie. Et qu'à la fin, la Russie aura, vous avez beaucoup à me demander, mais à quoi la Russie va renoncer ? La Russie va renoncer à rien de ses prétentions, c'est-à-dire la reconnaissance des 5 régions qui font désormais partie de sa constitution. Et peut-être pourra rendre les morceaux de la région de Kharkov, les morceaux de la région de Soumy, si jamais, encore une fois, les Occidentaux se décident rapidement. Sinon, eh bien, la note sera encore plus salée. Du côté de Washington, eh bien, on continue à faire le ménage. On a appris par la presse américaine que Tulsi Gabbard, donc, qui dirige le renseignement américain, avait cessé les échanges avec les Five Eyes. Les Five Eyes, c'est un groupe de pays anglo-saxons, c'est-à-dire il y a le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc, et les États-Unis, donc, qui partagent des informations. Bon, c'est surtout ciblé sur le Pacifique. Mais là, sur la question ukrainienne, eh bien, le renseignement militaire américain, Tulsi Gabbard,
a décidé de cesser d'échanger les informations. Je pense que c'est sans doute lié à l'action belliqueuse de l'Angleterre dans le cadre du conflit en Ukraine. Et donc, Washington ne veut pas que Starmer et son équipe viennent mettre leur nez dans les négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On apprend également que Tulsi Gabbard est en train de purger son bureau, le renseignement américain, d'une bonne partie de l'ancienne équipe pour faire d'une part des économies et évidemment aussi, c'est ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères américain sous Marco Rubio, virer tous les néocons anti-russes qui rendent impossible tout rapprochement avec la Russie. Donc là encore, c'est des signes faibles, mais des signes importants qui montrent qu'il y a toute une partie de la nouvelle administration américaine qui a bien intention d'avancer dans cette réconciliation entre la Russie et les États-Unis que tout le monde appelle de ses voeux. Dernière nouvelle de politique intérieure, cette fois en Russie. Donc il y a eu un sondage de l'Institut Levada. Alors l'Institut Levada, c'est un institut russe, mais financé par l'étranger. C'est considéré en Russie comme un agent de l'étranger. Donc cet institut n'est pas un agent du Kremlin et il a publié un sondage sur la manière dont les Russes jugent leur vie. Est-ce qu'ils sont très satisfaits, moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout ? Et on observe donc ce sondage depuis 1994, donc là on a été en plein dans les années 90. Évidemment, ça partait de très bas. Et là, on s'aperçoit que le dernier sondage, donc de cette année, montre que les Russes ne se sont jamais sentis aussi bien, aussi satisfaits de leur vie, alors que le pays est en guerre. Alors notez bien, alors que le pays est en guerre, 57% des Russes sont satisfaits de leur situation, on est à 31 moyennement satisfaits et 11% qui ne sont pas satisfaits du tout. Donc en fait, c'est des chiffres excellents qui montrent bien qu'il y a une adhésion complète à la politique menée par Vladimir Poutine, y compris cette opération militaire spéciale. Et évidemment, le fait que la Russie est en train de gagner la guerre, et comme je l'ai déjà dit souvent, l'a gagné déjà en fait finalement il y a 3 ans et demi, ça met du baume au cœur de la population russe et on ne peut que s'en réjouir. Armement maintenant, et si vous vous souvenez, il y a à peu près un an, je crois que c'était en juillet, j'avais parlé du rapport Govini. Donc Govini, c'est un sous-traitant du Pentagone qui avait fait une analyse pour savoir à quel point le Pentagone, l'industrie militaire américaine, dépendait des fournisseurs étrangers et notamment de la Chine. Et on avait révélé à l'époque, le premier rapport avait révélé une extrême dépendance, notamment des grands fabricants de missiles ou d'avions, comme Boeing, Lockheed Martin, Raytheon ou General Dynamics. Donc là, le constat avait été assez terrible. D'ailleurs, ça en avait parlé dans la presse spécialisée aux États-Unis. Il y avait eu un rapport parlementaire qui avait été fait par rapport à ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Govini vient de sortir son nouveau rapport. Et on apprend que la situation ne s'est pas améliorée et que c'est même à peu près l'inverse. Alors il y a des domaines dans lesquels la dépendance de la Chine a été un peu diminuée, mais globalement c'est quasiment un fournisseur sur 10, donc un peu plus fournisseur de premier ordre sur 10 qui est chinois. Et il y a des niveaux de dépendance dans certains domaines. Par exemple, dans le secteur de la défense, c'est 11,1%. Le domaine qui dépend le moins, c'est 7,8%. Mais même dans le domaine donc du nucléaire, mais dans ce cadre-là, la Chine reste quand même le principal fournisseur avec 534 fournisseurs. Pour l'aviation, non seulement ça n'a pas diminué, mais ça a augmenté jusqu'à 6,9%. Pour la chaîne d'approvisionnement nucléaire, ça a augmenté de plus 45%. Et pour l'Air Force, c'est plus 25%. Donc la Chine pèse un tel poids en matière de terres rares, en matière de différents sous-ensembles, d'ailleurs c'est pas que les terres rares, que les États-Unis ne peuvent pas s'en passer. La conclusion d'ailleurs qui a été tirée par Govini, c'est que les États-Unis ne sont pas en état de faire la guerre, en tout cas pas à la Chine, et en tout cas pas une guerre commerciale, parce que les États-Unis sont bien plus dépendants de la Chine que la Chine ne l'est d'eux, et ça explique pourquoi l'accord entre la Chine et les États-Unis sur les taxes a été prolongé de 90 jours. Donc ce rapport Govini est téléchargeable par ceux qui le souhaitent. Je vous conseille de le faire si le sujet vous intéresse. À cela s'ajoute également une information intéressante qui avait été fournie dès avril en fait de cette année par Defense One, qui est un site spécialisé sur les questions militaires. Je l'ai cité d'ailleurs dans Ukraine, pourquoi la Russie a gagné à quelques reprises. Et là, il donnait lui un chiffre que 78% des armements américains dépendent de fournisseurs chinois.
Donc tout ça, ça permet quand même de relativiser l'agressivité de l'administration Trump vis-à-vis de la Chine. C'est la Chine qui a les clés entre ses mains, et d'ailleurs qui vient d'annoncer, pour revenir à ce dont on parlait au début de ce bulletin, que elle mettrait ces terres rares à la disposition de l'Inde. Donc tout cela va très vite et il ne faudrait pas que Donald Trump perde le contrôle. Autre conclusion qu'on peut faire, c'est où en sommes-nous, nous, les Français, par rapport à notre complexe militaro-industriel? Quel est notre niveau de dépendance vis-à-vis de la Chine? Et ce serait peut-être bien aussi d'en informer Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot ou Sébastien Lecornu pour qu'ils évitent de menacer la Chine, comme ils ont tendance de menacer tout le monde dans tous les sens. Eh bien, ce serait bien qu'ils se renseignent d'abord pour connaître notre niveau de dépendance vis-à-vis des sous-ensembles chinois. Armement encore, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé de la destruction du programme de missiles Sapsan par les bombardements russes, donc sur le territoire ukrainien. C'était un projet qui était censé partir de technologies soviétiques que les Ukrainiens maîtriseraient encore, mais en fait c'était surtout un projet qui était mené par l'Allemagne pour permettre à l'Ukraine de frapper plus loin dans la profondeur. Donc le projet Sapsan, a priori, il a été vaporisé par les bombes russes, mais on nous a annoncé, donc au même moment où on nous annonce que l'Ukraine a besoin de 45 milliards pour continuer la guerre en 2026, c'est bien que ça y est, les Ukrainiens ont leur propre missile qui va leur permettre de frapper à 3000 km avec une ogive, tenez-vous bien, de 1100 tonnes. Bon, ça me paraît quand même beaucoup, mais admettons. Alors ils ont montré des photos, alors le problème c'est que beaucoup ont noté que ce qui était montré sur les photos, ça rappelait beaucoup un missile fabriqué en coopération, je crois que les Anglais. Donc est-ce que là aussi, il ne s'agit pas tout simplement d'un transfert de technologie à l'Ukraine pour qu'elle fabrique sur place que ce qui existe déjà? Et on peut se poser réellement la question si c'est pas tout simplement, encore une fois, l'idée de proposer une arme magique, c'est un peu les V2 ou les V3 d'Adolf Hitler, que de ce game changer qui va être ce nouveau missile qui va pouvoir permettre de frapper jusqu'à 3000 km, et quand bien même ce serait possible, qu'est-ce que ça va changer sur ce qui se passe sur la ligne de front? Qu'est-ce que ça va changer? Et c'est pour ça qu'on voit qu'on est vraiment, encore une fois, là, on est dans un moment bunker où on se met à espérer des choses qui n'arriveront pas. Et là, c'est également, évidemment, une corde sur laquelle tente de jouer l'administration de Zelensky, le régime de Volodymyr Zelensky. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite, le moment bunker. Le moment bunker de cette semaine, eh bien, nous le devons à Emmanuel Macron. Et il y a deux séquences que je voudrais vous faire partager. La première, ça se déroule à Bormes-les-Mimosas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est le premier patelin qui a été libéré au débarquement de Provence le 15 août 1944. Donc, écoutons ce qu'il nous dit. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que nous ne concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes sont ceux qui, de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. Et le deuxième moment important, c'est une interview avec Darius Rochebin, dont je pense que c'est un sadique et qu'il aime torturer et faire dire n'importe quoi, non seulement au général Dourakovlev, non seulement à Michel Goya, mais même maintenant à Emmanuel Macron. Donc écoutons Emmanuel Macron. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Donc là-dessus, je vais faire plusieurs remarques. Tout d'abord, sur la partie du débarquement du 15 août. C'est très bien de souligner qu'il faut se battre pour être libre, mais là, ce qu'il oublie, c'est que si on a pu débarquer le 15 août en Provence, c'est parce que de l'autre côté du champ de bataille, c'est-à-dire sur le front de l'Est, c'était les Soviétiques qui faisaient le boulot principal. Et en plus, on était en pleine bataille de Bagration. C'est la plus grande offensive de la Seconde Guerre mondiale. S'est déroulée à partir du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc, ça a été la plus grande avancée. Ça a été la destruction du groupe d'armées centre allemand. Et ça a été une véritable catastrophe. Et ça a sonné le glas de l'armée
l'armée allemande et ça s'est fini à Berlin. Donc ça, visiblement, il a un petit peu oublié. Ensuite, ce qu'il aurait pu rappeler, c'est que le général de Gaulle célébrait effectivement le 15 août, mais qu'il ne célébrait pas le 6 juin 1944. Pourquoi ? Eh bien parce que le débarquement s'appelait Overlord, ce qui veut dire suzerain, c'est-à-dire ça rappelait la prétention de l'époque de la guerre de 100 ans de l'Angleterre contre les territoires de l'ouest de la France, et surtout le général de Gaulle n'avait pas été prévenu, il a été prévenu une fois que ça avait été lancé, donc ça, il n'avait pas accepté du tout, il n'avait pas non plus accepté que dans les bagages de l'armée américaine, eh bien, il y avait le projet de faire un gouvernement donc de libération qui soit composé, tenez-vous bien, du maréchal Pétain, de Pierre Laval et d'Édouard Herriot, qui était le président du Parlement en 1940. Donc c'était ce que le général de Gaulle avait d'ailleurs appelé l'attelage de la défaite et de la collaboration. Heureusement que le général de Gaulle, lui, était là, et parce que c'était un moyen aussi de mettre tous ses collabos, ou peureux ou responsables, de les mettre aux commandes pour pouvoir mieux les contrôler. Ça ne s'est pas produit grâce au général de Gaulle, donc ça c'était une chose. Et puis aussi, ce qu'il aurait pu rappeler, c'est que l'essentiel de la collaboration, et là je vous renvoie sur mon bouquin, Le livre noir de la gauche française et la collaboration, c'était des gens issus du même parti que Emmanuel Macron, c'est-à-dire des socialistes. Marcel Déat, Pierre Laval, et ensuite vous avez également Bousquet, Papon, c'était tous des hommes de gauche qui ont organisé la collaboration. Et donc Macron aurait pu demander, en tant que socialiste, en tant qu'homme de gauche, pardon à la France et aux Français pour cette collaboration qui a été, rappelons-le encore une fois, répétons-le 1000 fois, le fait essentiellement de la gauche française. En ce qui concerne les déclarations qu'Emmanuel Macron a fait lors de son interview avec Darius Rochebin, alors c'est le même ton dramatique, nous devons nous battre pour notre liberté, etc., etc. Et puis là, les Russes sont des ogres et ils veulent nous manger. C'est ça les Russes, alors pas tout de suite la France, hein. D'abord ils vont commencer par manger les pays baltes, ensuite ils vont manger la Pologne, ensuite l'Allemagne. Alors il faut qu'ils trouvent quand même des troupes d'occupation. Je sais pas comment ils vont faire, mais il va falloir trouver une solution par rapport à ça, parce qu'il faut occuper tous ces pays-là avant de pouvoir attaquer la France. 2000 km plus loin. Donc on est dans du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si les Français sont vraiment sensibles, et s'il y a encore des Français sensibles à ce genre d'ânerie, à ce genre de logorée, mais c'est presque inquiétant pour Macron, donc pour la France évidemment, parce qu'en fait ils ont baissé les lumières, on est dans un bunker, et il vit dans un monde parallèle où il rêve de devenir un chef de guerre qui va faire la guerre à la Russie, qui va faire peur à la Russie. Alors évidemment on en est loin. Heureusement ou malheureusement, comme après 50 ans de gauche française, eh bien notre armée n'existe plus, on ne peut menacer personne, même pas un pays d'Afrique. Alors vous imaginez bien la Russie de Vladimir Poutine, mais évidemment c'est extrêmement déshonorant pour nous, parce que cet extrait que je vous mets, je l'ai trouvé sur un canal russe où tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque d'Emmanuel Macron. Trump se moque d'Emmanuel Macron. Poutine se moque d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour en revenir au rendez-vous de Washington, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ça avait même choqué parce que normalement Vladimir Poutine se retient. Il avait dit vis-à-vis de tous ces leaders européens qui critiquaient l'arrivée de Trump au pouvoir, il dit vous allez voir, ils font les malins, mais ils finiront tous au pied de Donald Trump en remuant la queue. C'est exactement ce qui s'est passé à Washington. Et donc le tragique pour nous, l'humiliation pour nous, c'est que toutes ces déclarations, toutes ces fanfaronnades, ces grands moments historiques que veut nous faire vivre Emmanuel Macron ou l'hystérie de Jean-Noël Barrot, tout ça nous humilie sur la scène diplomatique internationale. Et il nous faudra, lorsque les nationaux conservateurs arriveront au pouvoir, il nous faudra des années. Piotr Tolstoï a dit 10 ans pour retrouver la crédibilité de notre diplomatie. Mais on y arrivera, là-dessus, rassurez-vous, on y arrivera. Considération militaire générale maintenant, le député allemand Andreas Schwarz, donc qui est membre du Parlement et de la commission de défense du Parlement allemand, a déclaré que l'Allemagne ne pourrait pas envoyer de soldats en Ukraine parce que de toute manière, elle n'en avait pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration, donc on a vu faite par donc le SPD, c'est l'équivalent du parti de Macron, du Parti socialiste français, c'est à peu près la même chose. C'était le parti de l'ancien chancelier Olaf Scholz. Eh bien, cette déclaration a été suivie d'autres pays, y compris la Pologne, où le ministre de la Défense a dit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes, y compris de la Roumanie, où pourtant on va faire une grande base de l'OTAN. Personne veut y aller, personne ne veut s'y coller. Et ça aussi, ça montre en fait l'extrême impuissance et le décalage entre les vociférations des leaders européens et la réalité de ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont plus d'économie, ils sont en voie de tiers-mondisation, ils n'ont pas d'armée et ils n'ont pas de soldats.
Ils ont à peine des soldats capables de mourir pour leur patrie, alors imaginez pour aller attaquer les Russes dans la steppe ukrainienne. Considération militaire générale toujours, et je voudrais un peu parler des pertes ukrainiennes. Alors vous savez que je suis très prudent sur le nombre de pertes du côté des Russes comme du côté de l'Ukraine. Je préfère plutôt me référer à des rapports qui sont contestés dans aucun des camps, c'est-à-dire par exemple là on a eu un bilan sur les échanges de corps, des cadavres donc des soldats ukrainiens et des cadavres russes depuis le début du conflit, et eh bien il y en a 17 000 cadavres ukrainiens pour 3 000 corps russes. Donc ça donne une idée de ce que pourrait être le rapport entre les pertes. Il y a aussi le rapport de puissance de feu qui est largement en faveur des Russes. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ne sont contestés par personne. D'habitude, je préfère utiliser ça plutôt que de donner des chiffres. C'est plus prudent. Je pense que les pertes réelles, on les aura à la fin du conflit. Et je pense que du côté ukrainien, ça va être monstrueux. Or, ce que je pensais donc sur le côté ukrainien, il y a eu un hacking peut-être du ministère de la Défense ukrainien, et dans lequel les hackers ont publié des dossiers nominatifs, c'est-à-dire nom, prénom et le lieu. Il y a même des photos donc des morts, de tous les morts ukrainiens ou disparus. Et le chiffre se montrerait à plus d'1 700 000. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le colonel MacGregor, pour ceux qui suivent, pour les anglophones, lui avait annoncé il y a quelque temps 1 800 000 pertes du côté ukrainien. Bon, moi, j'y croyais pas. Là, il y a ce hack. Donc, pour l'instant, la propagande ukrainienne n'a pas répondu. Si c'est un faux, je pense que ça va être démontré de manière extrêmement simple, puisqu'encore une fois, il y a le nom c'est une base de données. Il y a le nom, le prénom et l'endroit où ces gens sont morts ou ont disparu. Sur ces 1 700 000, s'ils sont vrais, on peut retirer les 400 000 déserteurs dont on avait parlé il y a 2 semaines, qui sont reconnus officiellement par un député de la Rada. Mais ça ferait quand même un taux de perte énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est le détail. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on observe d'habitude dans les guerres, les pertes diminuent au fur et à mesure parce qu'il y a l'expérience qui arrive. Les soldats transmettent leur expérience à ceux qui viennent d'arriver. Il y a un amalgame. Par exemple, les pertes françaises de la Première Guerre mondiale, c'est les pires, c'est 1914. Notamment, je crois que c'était aujourd'hui, le 22 août 1914, c'est la journée noire de l'armée française. Il y a 27 000 morts en 24 heures grâce aux super généraux que la Troisième République nous avait désignés pour commander nos armées. Ça, je vous renvoie encore une fois sur le livre noir de la gauche française et la guerre. Donc les plus grosses pertes de la Première Guerre mondiale sont en 1914 et en 1915. Même l'année de Verdun, 1916, il y a moins de pertes. Et pareil en 1917, malgré les grandes offensives inutiles côté allié. Donc petit à petit, en fait, on s'adapte, on s'améliore, on s'organise mieux. Et on observe pareil la même chose du côté des militaires soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Les pires pertes, c'est la première année, la deuxième année, et après petit à petit, eh bien il y a tout un savoir-faire qui se met en place, et on arrive à un moment où, notamment, je parlais de Bagration, où les pertes allemandes sont supérieures aux pertes soviétiques. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Or là, dans le conflit en Ukraine, avec l'armée ukrainienne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on progresse, plus les pertes augmentent. Alors, et notamment, là, on en est à plus de 600 000 sur le premier semestre 2025. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication que je vois, c'est que, en fait, les bonnes troupes ukrainiennes ont été écrasées, exterminées en 2022. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le général Boudanov, le chef du renseignement ukrainien. C'est aussi dans mon bouquin. Donc, en fait, les pertes ont été tellement énormes du côté ukrainien, parce que c'est plus de 100 000 hommes quand même, je crois que c'est 112 000 hommes, si je me souviens bien, donc selon ce hack, mais c'était ceux qui avaient l'expérience, qui voulaient vraiment se battre. Donc il n'y a pas eu d'amalgame, en fait, entre ceux qui ont de l'expérience, il y a peu de temps y avoir de l'amalgame, et les nouvelles recrues. Et je vous parle même pas de ces recrues. À partir, je crois que c'est fin 2023, on commence à observer les premiers kidnappings de gens dans la rue. Les gens ne veulent plus aller, ne veulent plus se battre, ça les intéresse pas. Personne, en fait, la réalité, c'est que les 2 tiers, voire les 3/4 des Ukrainiens ne croient pas au projet Ukraine, et ils ont juste envie de vivre tranquillement, sans se faire racketter par le régime de Zelensky. Donc il y a ça. Il y a aussi un autre aspect, parce que quand on voit également les chiffres, c'est l'année 2023 où ça commence vraiment à augmenter. Et si vous vous souvenez, fin 2023, c'est là où les Russes commencent à utiliser régulièrement les bombes planantes. Et là, maintenant, c'est pas qu'ils les utilisent régulièrement, c'est qu'ils les utilisent massivement. Et là aussi, pour en avoir parlé avec
un expert russe, un ancien militaire russe, qui m'expliquait que en fait aujourd'hui les principales pertes, ce sont ces bombes planantes. C'est-à-dire que les assauts qui sont donnés de part et d'autre, comme on le voit, c'est des petits groupes maintenant, très motorisés, très rapides, mais c'est pas des lignes d'assaut qui montent, qui se font rafaler à la mitrailleuse, bombarder à court d'artillerie. C'est au contraire extrêmement rapide. Donc quand il y a des pertes, finalement, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, les grosses pertes, c'est quand il y a des concentrations maladroites ou irresponsables, et ça, on l'observe maintenant quasiment uniquement du côté ukrainien. On en avait du côté russe. On avait eu la destruction du Nouvel An d'une centaine de mobilisés russes de la région de Samara qui s'étaient pris un HIMARS. Et là, en fait, du côté russe, on n'en voit plus. En revanche, ça arrive régulièrement côté ukrainien. Parce que le renseignement russe fonctionne extrêmement bien. Donc, ils savent où ils sont, ils savent où se rassemblent. Et c'est des bombes de 3 tonnes qui tuent des centaines de soldats ukrainiens d'un seul coup. Donc, en fait, là, la responsabilité, c'est à la fois le manque d'expérience, l'absence de transfert d'expérience des vétérans de l'armée ukrainienne vers les nouveaux. Aussi l'absence de volonté des nouveaux, puisqu'ils ont été mobilisés de force, l'absence de volonté d'apprendre en fait à se battre. Ils veulent juste se rendre le plus tôt possible ou abandonner leur position à la première rafale. Et puis évidemment cette supériorité du renseignement et de la puissance de feu russe qui fait vraiment la différence. Hein. Même si aujourd'hui l'artillerie est moins importante, par exemple que les drones ou les bombes planantes russes. Hein, c'est 80%, l'artillerie à la base, c'est 80% des pertes. Donc aujourd'hui, cette artillerie est partiellement remplacée par les drones où les Russes dominent et par les bombes planantes où c'est même pas que les Russes dominent, c'est que les autres n'en ont pas du tout. Donc visiblement, si ce hack se confirme, et ça on va le savoir encore une fois par la réponse qui va être donnée au niveau de la propagande ukrainienne, parce que là, ces données, elles sont maintenant accessibles à tout le monde, et n'importe quelle famille ukrainienne peut aller voir si le nom du père ou le nom du fils se trouve sur cette base de données. En tout cas, si ces chiffres-là, si ce hack a vraiment eu lieu, si ça correspond réellement aux chiffres, ça veut dire que c'est une véritable catastrophe. Et je me demandais d'ailleurs si c'était pas, après tout, dans l'intérêt aussi de Washington, de faire filtrer ce genre d'informations pour forcer Zelensky et le régime de Kiev à accepter sa défaite. Voilà un peu l'état de mes réflexions, mais encore une fois, c'est un hack, donc il faut être prudent avec la source, hein, c'est ce que je dis systématiquement. Le renseignement russe, comme je l'ai dit, est très efficace pour frapper les troupes, notamment quand elles sont à l'arrière, mais également pour frapper dans toute la profondeur de l'Ukraine. On va le voir sur la carte des opérations militaires. Les Russes, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi, ont détruit des infrastructures énergétiques. Ils ont détruit une usine qui fabrique des sous-ensembles électroniques, donc en partenariat avec les États-Unis dans l'ouest de l'Ukraine. Donc et détruit d'un seul coup en fait, c'est-à-dire que les Russes savent tout. Ils savent tout, où sont les cibles, où sont les citernes, où sont les raffineries. Ça, les raffineries, c'est pas trop dur, les citernes non plus, mais en fait, là où il faut frapper, ils le savent. Donc le renseignement russe fonctionne extrêmement bien. On va le voir sur cette carte-là, et il semble que là, la Russie, en préparation de la campagne d'hiver, soit passée à la vitesse supérieure et décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec tout ce qui est infrastructure énergétique, infrastructure industrielle. Donc on peut s'attendre à ce que les choses s'accélèrent en Ukraine de ce côté-là, avec les frappes dans la profondeur et le fait ça c'est reconnu évidemment par tous les experts de tous bords, c'est que les Russes ont en réserve des milliers de drones, des milliers de missiles qui leur permettent d'ailleurs de faire des frappes combinées. On a de l'hypersonique, du supersonique, du missile de croisière subsonique, des drones bien sûr subsoniques, etc., etc. Donc on est vraiment dans toute une gamme et une organisation extrêmement performante et de coordination pour ces frappes dans la profondeur. Et nous voilà sur la carte des opérations militaires, donc on va parler des frappes sur les infrastructures énergétiques. Donc côté ukrainien, on retient surtout la frappe sur le léoduc Druzhba qui passe par la Biélorussie, qui descend par l'Ukraine et qui descend jusqu'en Hongrie. Et c'est pour ça que évidemment ça n'a pas plu au ministre des Affaires étrangères hongrois. Mais c'est surtout les Russes qui ont frappé sur ces infrastructures critiques énergétiques et industrielles. Donc on a eu des frappes sur Lvov. On a eu une frappe donc sur l'usine Flex, qui est une usine ukraino-américaine qui fabriquait des sous-ensembles électroniques qui étaient utilisés sur la fabrication de drones. Donc on voit, elle était délibérément installée très à l'ouest de l'Ukraine, du côté des Carpates. Et il n'en reste plus rien. D'ailleurs, on voit sur ces images
un représentant américain qui pleure à chaudes larmes la disparition de l'usine. Il y a également des frappes très spectaculaires du côté de Dniepro, pareil, sur des infrastructures énergétiques. Une frappe également, j'en ai parlé, donc sur le port fluvial d'Izmaïl. Maintenant, c'est assez régulier sur ce port, et c'est donc par là que passaient les hydrocarbures azerbaïdjanais. Et puis une frappe très spectaculaire a eu lieu sur donc la Shebelinka. Si vous vous souvenez, cette petite punaise verte qui veut dire qu'il y a des ressources naturelles. Hein. Je rappelle, j'en ai mis une ici pour ce qui est de charbon à coke, une ici pour la mine de lithium, et là également 2 ici pour de production de gaz, des réserves de gaz exploitées. Et cette réserve à Shebelinka, donc c'est dans la région de Kharkov, et elle produit 50% de la production de gaz intérieur ukrainienne, donc qui correspond à peu près à, je crois, 30% tout compris, la production ukrainienne doit correspondre maintenant à 30% de sa consommation. Donc évidemment, c'est pour ça que j'avais mis cette punaise ici, à l'époque où le front se situait à cet endroit-là. Si les Russes avaient pu traverser la rivière Donetsk et s'emparer de cette source, ça aurait été évidemment une prise de taille. En attendant, la punaise est toujours là, et là, les Russes ont tapé dessus, et a priori, ont touché quelque chose de sensible, puisqu'il y a une énorme colonne de feu qui a été vue en pleine nuit. Donc, comme on le voit, visiblement, ce qui concerne les frappes dans la profondeur sur les infrastructures critiques, eh bien, les Russes s'y sont remis, et de manière extrêmement puissante, ce qui peut correspondre sans doute aux fins de recevoir qu'a donné Zelensky à l'administration américaine. On passe maintenant sur la ligne de front, du sud vers le nord. Les combats continuent du côté dans la direction de Zaporozhye, mais pour l'instant, pas de modification sur le terrain. Pareil à cet endroit-là, on annonce une offensive vers Gouliapol, mais pour l'instant, pas de modification sur la ligne de front. Dans la zone tout de même, il y a une modification, puisque les Russes se sont emparés dans la région de Dniepopetrovsk, de Novo-Georgovka, à cet endroit-là, donc de cette localité. Les Russes ont largement consolidé, également toujours dans la direction de Dniepopetrovsk, en s'emparant de Alexandrograd ici et de Andreevka, Klevtsovo ici. Alors ces victoires ont été contestées par les Ukrainiens. Mais donc pour l'instant, je mets ça comme ça. On verra la semaine prochaine, mais aussi comme on va la voir sur les autres parties du front, les Ukrainiens racontent de plus en plus n'importe quoi sur leur contre-attaque. On continue plus au nord, autour de la ville de Pakrovsk. Donc là, les affrontements continuent. La ligne de front a sans doute changé par quelques quartiers, mais je ne fais pas de quartier par quartier. Comme vous le savez, selon Yuri Podolaka, les Russes ont largement avancé, quasiment entré dans Krycheno ici, et donc ce qui voudrait dire qu'ils auront bientôt le contrôle physique sur la dernière artère d'approvisionnement de Pakrovsk, qui est la M04 ici. Donc c'est une excellente nouvelle. Plus au nord, alors là on se posait la question de savoir si les Russes avaient bien fait une offensive et si les Otano-Kieviens avaient réussi à les contre-attaquer. Donc la réponse est oui et la réponse est non. Oui, les Russes ont bien fait une large offensive. Alors j'avais fait un peu à main levée une grosse pénétration comme ça, et là on a plus dans le détail à peu près à quoi ça ressemble. Donc on voit que les Russes ont pris effectivement le contrôle de la T-0514 ici, qu'il y a eu des contre-attaques effectivement qui ont été menées notamment par les troupes de Azov, qui comme d'habitude, quand c'est devenu trop compliqué, trop dangereux, sont partis en courant, et ce qui fait que la percée russe a bien eu lieu, et elle se poursuit. Simplement, comme je l'ai dit, les Russes n'étirent pas de manière inconsidérée leur ligne de progression, ils préfèrent d'abord renforcer les flancs et occuper proprement les villes dont ils se sont emparés extrêmement rapidement. Donc voilà à peu près où on en est. Encore une fois, il y a beaucoup de brouillard de la guerre autour de ça, mais en principe, ces lignes de front-là, elles sont sûres. Les Ukrainiens, en fait, sont parfaitement conscients du risque, puisqu'ils ont ordonné l'évacuation des localités qui se trouvent à peu près à cet endroit-là. Et en effet, là, on voit très bien la progression des Russes depuis la semaine dernière. Ils se sont emparés de Pankovka. Ils viennent de s'emparer au moment où je fais cette carte de Vladimirovka ici et de Roussigniar ici. Donc on voit très bien la volonté de d'encercler cette zone-là et de s'emparer de Charkovo ici. Donc là, il y avait une manœuvre tournante. On ne sait pas exactement où elle en est cette semaine, mais vraisemblablement, Charkovo sera définitivement tombé d'ici une semaine.
à confirmer cependant. Du côté de la direction de Konstantinovka, les choses vont bon train également. La localité de Katerinovka a été libérée par les troupes russes aujourd'hui. Et hier, c'est celle de Alexandro Choutino, à cet endroit-là, qui a été également libérée par les Russes. Là, j'ai mis à jour, en fait, parce que après maintes hésitations, je ne savais pas trop si cette localité, Preteshono, ici, avait réellement été prise. Elle a sans doute été prise par les Russes, qui ont commencé à faire des incursions à l'intérieur de Konstantinovka, mais vraisemblablement sans y rester. Donc là aussi, les choses vont bon train. Au nord, la progression russe se confirme. Donc les Russes, et ça c'est extrêmement important, se sont emparés de la localité de Serebianka, donc qu'ils essayaient de prendre depuis 3 ans et demi. Et donc ça c'est important parce qu'on est sur les hauteurs, que Seversk est dans une cuvette. Les Russes vont pouvoir continuer leur progression vers le nord et donner l'assaut dans cette direction sur le bastion de Seversk, des derniers bastions dans le Donbass avec Slaviansk et Kramatorsk. Donc là aussi, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes également dans la direction de Liman, puisque les Russes consolident leur position à l'intérieur de Zaretchno ici, comme on le voit, et que la 3e bataille de Liman est imminente, tout comme celle de Yampol à cet endroit-là. Au nord, il y a des combats à l'intérieur de Kupiansk, mais pour l'instant, je ne modifie pas la ligne de front, c'est pas assez significatif. Rien dans la direction de Kharkov. Dans la direction de Soumy, pareil, le front est plus ou moins stabilisé. La contre-offensive otano-kievienne s'est arrêtée, sans doute parce qu'il a fallu mobiliser les réserves pour les envoyer plus au sud, où la situation devient catastrophique. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le vendredi 22 août 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire à tous nos réseaux sociaux, à faire un don. On a besoin de vos dons. Nos donateurs peuvent retrouver sur les différents supports Patreon, Tipeee, le canal Telegram payant et PayPal si vous me le demandez, le lien pour suivre donc la conférence que nous avons donnée précisément à nos sponsors. C'était mercredi soir. En attendant, bien les nouvelles sur le front, comme vous le voyez, sont excellentes. Les nouvelles diplomatiques sont bonnes. Les nouvelles économiques sont excellentes dans le cadre, bien évidemment, de la coopération avec l'Inde et la Chine. Donc, plus que jamais, tenez bon, courage, on les aura.